Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre série des bilans d'intersaison. C'est le 20e épisode aujourd'hui et on va aujourd'hui parler des Arizona Cardinals. Pour ce faire, je suis d'abord accompagné de Jérôme. Salut Jérôme. Salut Alex, salut à tous. Comment tu vas ? Écoute, très bien, très content de faire cet épisode en particulier. Premier épisode d'NFC pour toi ou t'étais réservé vrai. à l'AFC avant ? Ça change. C'est vrai, je fais une infidélité à la Ligue 1 du foot américain pour passer un peu en Ligue 2. Ah ouais, carrément. Ok, bon, bah écoute, là tu vas nous mettre 16 fanbase à dos. C'est cool. C'est gentil, merci GG. Je vais vite te calmer et on va pouvoir présenter notre invité du jour, membre originel du Front Office, qui a développé le podcast avec nous au début. Salut Denis, comment tu vas ? Salut à tous, ça va très bien. Très bien, très content de faire cet épisode. Très content de t'avoir avec nous, fan des Cardinals du coup, donc on s'est dit c'est cool de t'avoir pour cet épisode. J'aime bien poser cette question sur les épisodes précédents et je me suis dit que j'allais le faire maintenant. Pourquoi les Cardinals ? Parce que tu joues à Angry Birds et tu t'es dit voilà l'équipe. J'ai choisi un aso et hop, je suis parti dessus. Non, écoute, pourquoi ? Tout simplement le logo. Hein. On va partir sur quelque chose d'assez classique. En tant que non-initié au foot US à la base, on est tous partis sur un logo et depuis on ne l'a pas lâché. Donc voilà, même pour les saisons les plus compliquées, on est toujours là. Et il y en a eu. Et il y en a eu quelques-unes, oui. Je suis arrivé sur une bonne saison et j'aurais pu tout lâcher après, mais non, on est resté fidèle à l'oiseau rouge. C'est ton histoire au foot américain et aussi en fantasy football. T'as bien démarré et puis après... Ah, ça attaque la fantasy. Je suis pas si mauvais que ça. En général, je commence très mal et je finis fort. C'est ça, ouais. Mais fais gaffe parce que la fin de saison... oublie pas la fin de saison, quoi. Parce que t'attaques mal longtemps. Bon, j'ai déjà Christian McCaffrey pour la saison prochaine, je suis content. C'est ça. Écoute, c'est ce qu'il faut. Pour cet épisode, on va faire la même chose que tous les épisodes précédents. Saison 2023, revenir sur la saison, ensuite partir sur les besoins de l'intersaison, free agency, puis la draft, et ensuite on va essayer de se projeter pour 2024 et voir si vous pourrez faire mieux que la saison précédente. En tout cas, on vous l'espère. On l'espère pour vous, puisque la saison précédente, la saison 2023, vous avez fini en 4-13. Une saison un peu compliquée. GG, je vais te laisser commencer. Comment est-ce que toi, d'un point de vue externe, toujours, t'as vécu cette saison des Cardinals ? Écoute, malgré ce bilan de 4-13, j'ai beaucoup aimé la saison des Cards. Déjà, quand tu regardes un peu plus dans le détail des défaites, t'as 6 défaites de 10 points en moins. Donc, ils ont joué beaucoup de matchs serrés. C'était la première saison de Jonathan Gannon au coaching aussi. Ultra intéressant ce qu'il a proposé dans le jeu. Et à tel point que Kyler a pu revenir tout tranquillement en fin de saison après un bel intérim de Dobbs dont les Cards se sont bien servis pour le trader immédiatement. Donc non, franchement, pour une saison de transition, j'ai presque envie de dire pas si mal. Une saison en 2 étapes, puisque comme tu l'as dit, Murray est revenu en semaine 10 et à ce moment-là c'est 3-5 alors qu'avant ça avait commencé en 1-8. Denis, toi, comment c'était cette saison ? Est-ce que c'était compliqué ou est-ce que tu te disais qu'il fallait y passer par là parce que c'était une année qui se devait s'annoncer difficile quoi qu'il arrive ? Non, en soi, je rejoins GG effectivement sur le fait que la saison s'annonçait quand même pire qu'elle ne l'a été. On n'était quand même pas très optimiste avant le début de la saison. On savait que Kyler allait pas commencer, voire même on savait pas trop s'il allait même la terminer en fonction des résultats et en fonction de son état aussi physique. Non, on a vu des beaux matchs. Globalement, l'état d'esprit a été quand même assez irréprochable tout au long de la saison. On avait zéro repère en fait quand on l'a commencé et avec des belles victoires, on pense notamment à celle contre Dallas, contre Atlanta, contre Pittsburgh. Donc non, franchement, il y a eu des belles, on va dire des bons éléments de satisfaction sur cette saison quand même. Dallas, grosse surprise à ce moment-là, puisque tu perdais face à Washington, tu perdais face à New York. Dallas qui avait très bien commencé sa saison.
et au final t'arrives à les battre dans un match où tous ceux qui avaient parié quelque chose et qui avaient fait un combi sur la NFL ont perdu l'argent cette semaine-là. C'est jamais une science exacte. Est-ce que sur la deuxième partie de saison, Denis, une fois que Kyler Murray est revenu, est-ce que tu vois des choses plutôt cool? Est-ce que tu es optimiste, on va dire, sur les saisons à venir, ou est-ce que tu te dis il y a quand même encore beaucoup de chantier à ce moment-là? À ce moment-là, non, forcément, il y a encore beaucoup de chantier parce qu'il n'y avait pas que le poste de quarterback qui manquait à ce moment-là de la saison. Mais non, il y a quand même évidemment des éléments de satisfaction. Je pense forcément au poste de tight end, voilà, avec l'éclosion de Trey McBride, c'était sa deuxième saison, je crois, chez nous. Et qui finit voilà meilleur receveur, il me semble, de la franchise, même au nombre de yards, avec 800 yards et quelques, il me semble. Donc non, franchement, il y a des beaux éléments de satisfaction. Conner qui dépasse les milliards au sol, alors que pareil, il n'a pas joué tous les matchs. Il est quand même, enfin, il y a des fois où il est quand même assez blessé. Et Kyler qui signe un bon retour. En 8 matchs, il est à 1800 yards, plus de 10 TD à la passe. Enfin, franchement, non, c'est positif ce qu'on a vu. Effectivement, le changement de coaching staff aussi. On ne savait pas trop où on en était non plus. Et offensivement, c'était plutôt intéressant. Yes, 81 réceptions, 825 yards pour Trey McBride. C'est vrai que c'est pas mal, loin devant tout le monde, notamment Marquise Brown qui avait été recruté pour prendre ce rôle-là, qu'il a pas trop réussi. Ouais, qu'il a bien fait en 22, et en 23 ça a été plus compliqué avec le changement de QB. Je pense que c'est surtout ça qui a un peu signé sa fin, on va dire, chez les Cards. Mais oui, effectivement, c'est, je pense, plus le changement de QB avec Dobbs et Tune qui ont pas été très bénéfiques à Marquise Brown. GG, quelque chose à rajouter sur cette saison 2023? Ouais, bah, quand tu vois les équipes battues lors des 4 victoires des Cards, c'est que des bonnes équipes, hein, franchement. Et ça me fait penser et Atlanta, ouais. Et ça me fait penser à un truc que j'ai vu en préparant l'épisode. Quand même, les Cards avant la saison avaient un des over-under les plus bas de toute la NFL. Il y a même un des paris les plus populaires était de savoir s'ils allaient gagner un match ou pas. Donc en fait, quand tu vois ce 4-13 et le contenu, les gens qui écoutent l'épisode, s'ils n'ont pas vu la saison, ils se disent mais attends, ils sont en train de présenter une équipe qui a fait 11 victoires. Mais non, franchement, ça a tellement dépassé les espérances qu'on est obligé d'en tirer du positif, quoi. Dans une division compliquée en plus, parce que tu es avec San Francisco, Seattle qui font les playoffs globalement assez régulièrement, et les Rams qui revenaient plutôt bien, qui ont quand même gagné le Super Bowl il y a quelques années. Donc t'as déjà 6 matchs qui sont compliqués. En plus tu croises avec l'AFC Nord, donc division compliquée. Ensuite t'as la NFCS qui normalement te permet de gagner quelques matchs. Au final le match que tu gagnes c'est celui où t'es pas censé le gagner puisque tu gagnes contre Philadelphie. C'est un calendrier compliqué dans lequel ils se sont bien sortis, mais surtout dans l'état d'esprit, comme tu disais Jérôme. On retrouve une belle équipe. On s'attendait pas forcément en plus parce que quand Gannon arrive, c'est pas le coordinateur des Eagles le plus attendu, on va dire, parce que tu sors du Super Bowl où tu t'es fait complètement ouvrir sur des plays répétés, juste mis en mode miroir, et tu te dis oula, ce mec là dans cette équipe des Cards, je sais pas toi Denis, si tu te souviens un peu de ce que tu pensais lors de l'appointement de Jonathan Gannon chez vous. En vrai, à ce moment-là, je me dis que ça pouvait pas forcément être pire qu'avant. Et que Cliff, absolument. Et surtout, ce qui était vraiment attendu, c'était aussi le changement en même temps de GM, avec l'arrivée de Monty Ossenfort. Et mine de rien, à ce moment-là, on se dit que de toute façon, il fallait du changement parce qu'on était en train de stagner avec le coaching staff qu'on avait et le general manager qu'on avait aussi. Donc on va dire que c'est un peu un tout. Et qu'à ce moment-là, on se dit que de toute façon, ça peut être que mieux, ou en tout cas, ça peut ramener un petit vent de fraîcheur du côté de l'Arizona. Donc ouais, forcément, ça ramène
petit côté un peu épicé de se dire ok, là on part sur quelque chose de nouveau, même QB, mais est-ce qu'on peut faire mieux avec globalement la même équipe et un coaching staff différent. Ultra intéressant. En tout cas, dans l'envie, on a vu quelque chose de cool. Avec Jérôme, on comparait pendant la saison aux Lions. C'était aux Lions qu'on les comparait avec une année d'avance, ou deux. Enfin, de retard en l'occurrence. Où on se disait, tu sais, c'était l'année où les Lions, ils perdaient beaucoup de matchs, mais dans l'envie, on voyait quelque chose. Les premières années de Dan Campbell. Là, j'ai l'impression qu'on revoit un peu la même chose et c'est cool. Plus qu'à espérer que l'intersaison aide à aller dans la bonne direction. On va pouvoir s'y diriger tranquillement. Pour l'intersaison, vous aviez, je crois, 56 millions, c'est ça, 56 millions de cap disponibles avant la free agency. Toi, comme ça, Denis, qu'est-ce que tu voyais comme besoin lors de cette free agency? J'imagine beaucoup de choses, mais est-ce que si tu avais quelques petits besoins prioritaires que tu voulais adresser? Draft et free agency, hein, évidemment, sans nécessairement voir tout de suite s'ils ont été comblés ou non. Est-ce qu'il y avait des postes où tu te disais, il y a vraiment besoin, là on est faible? Alors c'est intéressant parce que forcément on a quand même été assez élogieux par rapport à la saison des Cards, mais on finit quand même avec 4 victoires et 13 défaites. Et du coup, pour amener les besoins, on peut effectivement parler de la défense. C'était quand même le point négatif, on va dire, de la saison, c'est qu'on a été très fort offensivement et on a été dans beaucoup de matchs. Tu disais GG tout à l'heure, on a perdu beaucoup de matchs de 10 points ou moins. Et c'est des matchs où il y a quand même beaucoup de points au cours du jeu. Et notamment cette fragilité défensive, on est, je crois, à chaque fois, enfin dans tous les critères de la défense, on est parmi les moins bonnes franchises sur la saison, que ce soit à la passe, que ce soit au sol, enfin à chaque fois on est parmi les trois pires. Donc je pense que c'est surtout à ce niveau-là qu'il fallait amener un peu de fraîcheur et un peu d'expérience aussi, notamment au poste de cornerback, notamment au poste de edge, pour amener un peu de pression sur le QB adverse. Et puis on en a parlé tout à l'heure, Marquise Brown, du coup qui n'est plus là, qui est parti à la off-season, et du coup receveur aussi c'était un sacré poste où il y avait un beau chantier aussi. GG, t'avais les mêmes choses sur ta liste de courses? Ouais. En termes de poste, cornerback, c'était obligatoire. Un top receveur, on l'a dit, en général, quand ton tight end finit meilleur receveur, il y a une petite problématique. Sauf quand il s'appelle Travis Kelce. Et quand même, parce que je trouve qu'il y a du talent dans cet effectif, déjà penser à construire de la profondeur. Parce que l'infirmerie des Cards, l'année dernière, c'était un petit peu un enfer, quoi. J'ai essayé de traquer un peu ça en préparant l'épisode. À chaque fois, il y avait autant de noms à l'infirmerie que sur la feuille de match. Un peu compliqué de performer, d'avoir de la continuité. Donc voilà, la profondeur te permet de pallier à ça. Ouais, bah écoute GG, je vais te lancer sur cette free agency. Est-ce que tu as un nom pour démarrer qui est arrivé ou un nom qui est parti? Est-ce que tu es content de Marquise Brown par exemple? Prenons le premier exemple, mais est-ce qu'il y a un nom, voilà, dans les arrivées où tu te dis ah top, vraiment celui-là il va vraiment aider? Ouais, Jonah Williams sur la O-line, c'est pas le poste où du coup où il y avait le plus de besoins, comme je la trouvais déjà pas si mal, mais on parle d'un joueur qui connaît très bien la ligue, qui est polyvalent. Il a joué à gauche, il a joué à droite. Là, on verra où il l'utilise, probablement plus à droite. Mais ouais. Franchement, quand t'as un QB comme Kyler, je me dis c'est pas mal de lui éviter de prendre des coups. Donc voilà, c'était pas le besoin numéro 1, mais je trouve que ça fait partie de ces petits moves intelligents. Donc je le mets là. Denis, t'es d'accord avec ce Jonah Williams? T'es content parce qu'il remplace numériquement DJ Humphries, qui pour l'instant n'est pas... Je sais pas s'il est parti à la retraite ou pas, mais il est juste pas été signé. Il a pas signé, effectivement. Ouais. Voilà, donc voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que c'était un des noms que t'avais ou... Écoute, déjà effectivement, tu parlais GG du nombre de blessés. Humphries sur les quelques saisons qu'il a fait aux Cards, il a quand même été beaucoup à l'infirmerie notamment, et c'était un très gros salaire. Donc je pense que c'était déjà un bon point effectivement de prendre la décision de le cutter. Et oui, l'arrivée de Jonah Williams, forcément, c'est quand même une belle plus-value dans cet effectif.
J'en ai pas parlé tout à l'heure dans les besoins de la O-line, mais de toute façon, ça fait partie des postes, on va dire, essentiels. Ouais. Encore plus quand tu as un QB assez mobile comme Kyler, et qui en plus sort de blessures, on va dire, un peu à répétition ces derniers temps. Donc oui, ça fait partie effectivement des belles arrivées de l'intersaison. Et puis moi, ce que j'aime bien aussi, on parlait tout à l'heure des cornerbacks, c'est l'arrivée de Sean Murphy-Bunting, qui arrive tout droit des Titans. Ça te parle, GG? Et même si c'est pas forcément le cornerback exceptionnel de la ligue, ça va quand même t'apporter une certaine expérience, et ça, pour le coup, c'est quand même intéressant, sachant que il me semble que dans les départs, on a Marco Wilson qui est parti aux Pats et qui avait fait quelques saisons aux Cards, qui était très jeune, et c'était lui on va dire notre cornerback numéro 1 la saison dernière, donc ça c'est dire. Donc l'arrivée de Sean Murphy-Bunting, j'aime bien. Après il y en a encore, il y en a d'autres qui sont notables et qui sont vraiment intéressantes. Zay Jones, l'arrivée des Jags, ça peut être intéressant aussi pour renforcer un peu le poste de receveur. DJ Dallas au poste de running back pour amener un peu de profondeur aussi. Donc ouais, non, franchement, il y en a des intéressantes. Ouais. Moi, c'était Zay Jones dont j'allais parler de mon côté. Receveur qui, lorsqu'il n'a pas été beaucoup présent la saison dernière, beaucoup blessé, encore une fois, donc il va se sentir comme chez lui, chez vous, je pense, à ce niveau-là. Il va prendre la place laissée au chaud par DJ Humphries. Mais globalement, c'est un joueur qui va arriver dans une receiver room où il n'y a absolument personne, du moins au moment de la signature, hein, évidemment. Hein. On savait qu'il allait être receveur numéro 2 au moment de sa signature. Enfin, ça va être génial, c'est une arme, c'est une super arme, quand tu le cherches en général il est là, faut juste qu'il soit aligné sur le terrain, et une fois qu'il est sur le terrain il aide beaucoup, et je trouve que c'est un top receveur qui a été signé assez tard dans la free agency en plus dans mes souvenirs, et avoir un joueur de cette qualité là c'est toujours cool, parce que à ce moment là tu te retrouvais avec lui ou Tyler Boyd qui aurait été pas mal aussi, et il y en avait un autre qui a signé je sais plus où il a signé, faudrait que je revérifie, mais qui a signé aussi, je chercherai, je trouverai un jour peut-être. Mais voilà, il y avait pas énormément de monde, c'était KJ Osborne, sinon, enfin voilà, ce genre de DJ Shark, c'était DJ Shark que j'avais en tête, qui aurait pu éventuellement signer chez vous. Et là, tu te retrouves avec quand même un vraiment bon joueur, et je trouve ça plutôt cool de votre côté. Jérôme, un autre joueur dont tu voudrais parler en positif ou en attaque, ou je te laisse parler en négatif tout de suite? Ouais, j'allais passer en négatif vu qu'on était dans la room des receveurs. J'ai un petit regret sur le départ de Rondale Moore. Je trouve que il avait ce profil de parfait numéro 3, une super belle connexion avec Kyler Murray, mais vraiment ultra fiable. Voilà, ça a été remplacé par un autre profil avec Zay Jones, mais ouais, j'aimais ce que Moore proposait chez les Cards. Donc pas une perte non plus insurmontable, mais à noter. Je vais rebondir dessus parce que moi, ça me dérange pas ce départ, puisque le retour, c'est Desmond Ridder qui t'apporte une option en numéro 2 que je pense, avec ce qu'il y a en free agency, t'aurais pas nécessairement eu, du moins pour un prix dérisoire. Et ça, je trouve ça pas si mal. Et Rondale Moore, c'était pas non plus le receveur parfait de tout. Donc, je trouvais que c'était un trade gagnant-gagnant au moment où il a été fait, en tout cas. Je vais le dire très simplement, j'espère ne jamais revoir Desmond Ridder sur un terrain, parce que c'est un criminel du football. Voilà. Il a tué la saison des Falcons, bien aidé par Arthur Smith quand même. Hein. C'était un duo, il mérite la même peine de prison. Mais je suis d'accord avec toi que c'est pas un top, loin de là. Mais je pense qu'en numéro 2, ça peut aider. Et voilà, il va être là pour apprendre. Et il a 25 ans. Un nouvel environnement, je pense que c'est une bonne opportunité à prendre, quoi. Je serais d'accord avec toi, genre s'il était derrière un numéro 1, genre avec de l'expérience et qui se blesse jamais, tu vois, genre un mec bien installé. Ouais, un truc comme ça. Mais genre là, être derrière Kyler, genre je vois pas Kyler comme un mentor. Genre limite, j'aurais préféré voir l'inverse. J'aurais préféré voir un bon vieux vétéran à la Joe Flacco en numéro 2 que de voir Reader. Denis, est-ce que toi, tu as autre chose que tu as moins aimé sur cette free agency ?
Écoute, non, je pense qu'on aurait pu peut-être justement aller essayer de combler ce besoin sur la ligne défensive pour avoir quelque chose d'un peu, enfin, d'amener un peu d'expérience sur cette ligne. Maintenant, c'est pas, enfin, je trouve qu'on l'a plutôt pas trop mal adressé à la draft, donc bon, Tu veux dire plus au niveau plus des linebackers? exactement, linebacker, edge, Parce que vous avez récupéré quelques intérieurs D-line avec Justin Jones et Bilal Nichols. oui, Tu oui. pas confiant? Bah disons que il me semble qu'il y avait mieux Ok, ouais, non, mais à bien aller sûr. chercher, il me semble, hein, c'était plus ça. J'ai plus les noms en tête, effectivement, de qui a testé le marché. Mais T'avais Ike Armstead qui était, comment dire, qui aurait pu. Il y avait, que je regarde, t'as Javon Kinlaw à peu près au même prix que Bilal Nichols, t'as Raekwon Davis au même prix que Bilal Nichols. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les cards étaient sur Christian Wilkins. Ouais, enfin Christian Wilkins, il est parti pour il est parti Ouais, pour Justin Jones, Bilal Nichols et 10 millions de plus. Donc ouais, non, mais il est parti pour très très cher, mais il y avait de la place dans le salary cap et c'était quand même le free agent demandé à ce poste-là. c'est vrai. C'est vrai. Mais je vois ce que tu veux dire du coup, Denis, et je comprends. Je voulais juste savoir ton avis sur ces joueurs-là. Et bof, du coup. Tu- ouais, non, bon, j'en pense pas grand-chose. c'est anecdotique, quoi. Voilà, exactement. Ça répond C'est à ce bien, que tu... effectivement, c'est bien, ça va faire tourner et c'est important, comme disait Gégé tout à l'heure, d'avoir une belle profondeur en cas de blessure, même pour la saison, si on veut aller un peu plus loin cette année. Mais bon, je pense pas que ça soit non plus ça qui va faire décoller la défense la saison prochaine. Je comprends. GG, autre chose à rajouter? Non, 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 globalement, d'accord avec tout ce qui a été dit. Bah écoute, parfait, on va pouvoir attaquer la draft et là comment dire, je me racle la gorge pour pouvoir annoncer tous les pics. Il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je crois qu'on n'a jamais vu autant de pics sur les épisodes qu'on a fait, parce que je m'en souviendrai, je crois que le max que j'ai lu c'est 10. Et ben c'est parti. Avec le 4e pick, vous avez récupéré Marvin Harrison Jr., receveur d'Ohio State, au 27e pick, toujours au premier tour. Darius Robinson, defensive lineman de Missouri. Au 2e tour, un seul pick. Max Melton, cornerback de Rutgers. Au 3e tour, il y en a 4. Trey Benson, running back de Florida State. Isaiah Adams, offensive tackle d'Illinois. On reste à Illinois pour Tipped Rayman, tight end. Et Elijah Jones, cornerback encore, de Boston College, avec le pick 90. On passe au jour 3, puisqu'avec le pick 104, vous récupérez D'Adrian Taylor d'Emerson, safety de Texas Tech. 5e tour, Xavier Thomas, defensive end de Clemson. 5e tour encore, Christian Jones, offensive tackle de Texas. 6e tour, Tajon Palmer, receveur de UAB. Et encore un corner, parce que pourquoi pas. 7e tour, Jaden Davis, cornerback de Miami. Belle draft. Je suis content que le son n'ait pas lâché parce que j'aurais eu la flemme de les refaire. J'imagine que tu as eu le temps de regarder un petit peu les différents prospects, les différents joueurs. De manière générale, comment est-ce que tu vois cette draft des Cards? Déjà, s'ils font tous le roster, ça va faire quasiment 25% de l'effectif qui vient de la draft. C'est quand même pas mal. Non, globalement, ça a apporté du talent, ça a répondu à des besoins, il y a pas mal de paris. Je suis pas assez calé pour te dire si à chaque pick, ils ont pris le meilleur joueur dispo sur ce poste. Mais j'aime bien la stratégie qui a été appliquée. Denis? Oui, bah, j'aime bien aussi. On a adressé quand même globalement tous les besoins qu'on a cités tout à l'heure. Donc qui ont été bien déterminés. Après, effectivement, bon, notre premier choix, il était relativement assez évident et attendu, je pense, par tout le monde. La seule question, c'était est-ce qu'on allait descendre et récupérer plus de pics, mais bon, on en avait déjà suffisamment, je pense. Donc en soi, effectivement, le Marvin Harrison Jr. Répond parfaitement au poste de receveur numéro 1, et je pense que globalement, il devrait plutôt bien s'entendre avec Kyler. Il joue à Call of Duty aussi? J'espère pas.
Et puis après, qu'est-ce qui a été intéressant aussi? Les postes de cornerback, tu l'as cité, il y en a eu pas mal, notamment au deuxième et troisième tour. Donc on s'attend aussi à ce que ça vienne apporter un peu de talent à cet effectif-là. Et puis qu'est-ce qui est d'autre d'intéressant? Trey Benson, running back. Justement, on a parlé tout à l'heure, on a récupéré DJ Dallas, on a déjà James Conner, running back numéro 1, et ça vient en plus, a priori, il est quand même assez talentueux, Trey Benson. Donc ça vient vraiment ajouter un turnover intéressant en cas de blessure. Là, je pense qu'on a de quoi adresser toute la saison. Là. C'est le troisième pick. Non, c'est le deuxième pick même. Attends. Ouais, deuxième pick du troisième tour, Trey Benson. Ouais. Ouais, c'était le premier running back qui est sorti. Non, c'est le deuxième. C'est Jonathan Brooks qui est sorti en premier dans mes souvenirs. Jonathan Brooks, je crois, ouais. Trey Benson, c'était dans ce que j'en avais lu en tout cas, il y en avait beaucoup qui le considéraient comme le meilleur running back de la draft. Je pense que c'est le cas notamment des Cardinals. Là, tu te retrouves avec une année de transition de James Conner qui a encore fait le taf. Je comprends pas comment il fait toujours le taf d'ailleurs. On aurait dit que ce joueur-là, il est fini depuis des années et en fait, pas du tout. Donc c'est top. Je pense qu'il va pouvoir bien apprendre et j'aime beaucoup Trey Benson, du peu que j'en ai vu en tout cas. Donc j'ai hâte de le voir en NFL. Je pense qu'on le verra pas tout de suite, mais j'ai hâte de le voir. GG, est-ce que tu as des choix que tu as pu observer et que tu aimes bien? Ouais, j'ai parlé de stratégie de draft, c'était pas innocent. J'aime beaucoup ce double pick Max Melton et Elijah Jones au poste de cornerback. Pour faire un parallèle, ça me rappelle ce qu'a fait ces dernières années le Orlando Magic en NBA, de prendre énormément de jeunes sur un même poste, les mettre en compétition et espérer qu'il y en ait un qui sorte du lot. Denis l'a très bien dit, mais à la Free Agency, il y a Sean Murphy-Bunting qui a signé. On sait qu'à peu près en NFL, il vaut un cornerback 2. Tu as envie de savoir comment tu vas l'entourer. Et créer cette concurrence avec des potentiels talents qui ont des qualités vachement différentes, je trouve ça très très malin pour une équipe dont l'objectif n'est pas de gagner l'année prochaine. Je pense que les Cards, saison prochaine, ça va être trop tôt. Celle d'après, faudrait un petit miracle de développement, mais why not? Mais je pense que tu as une vision à peut-être 3 ans. Tu vas avoir pas mal de joueurs comme ça qui sortent de cette draft et de celle d'avant, qui arriveront un peu en fin de leur contrat rookie, et tu feras le tri à ce moment-là. Donc ouais, j'aime beaucoup le plan. Max Melton aujourd'hui est considéré comme le cornerback 1 ou 2 de l'équipe. En tout cas, il est considéré titulaire par ESPN. En même temps, quand tu prends un corner au deuxième tour, il démarre vite. Donc là c'est vrai que tu te retrouves avec quand même du choix. C'est vrai que tu as raison, les trois joueurs au même poste lors d'une même draft, c'est beau. Ouais, puis Denis le disait, ça manquait de talent sur le poste de corner. Là, tu crées vraiment... si la concurrence est pas malsaine, tu as quand même vachement possibilité de te tirer vers le haut. Et tu as un coach, il faut le rappeler, qui est un coach à l'origine défensif. Et on a quand même bien vu cette saison avec les performances de Darius Slay et James Bradberry, que c'était pas totalement de la faute de Jonathan Gannon s'ils avaient perdu le Super Bowl. Hein. On parle de corners qui avaient l'air quand même bien cramés. Donc voilà, moi j'attends de voir ce que ça peut donner, mais je suis intéressé par la stratégie appliquée, surtout quand tu sais que les Cards avaient 12 choix, autant vraiment aller sur des postes où tu as besoin, quoi. Et est-ce qu'il y a des choix qui vous plaisent un peu moins dans cette draft? Denis, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a un peu moins plu ou pas spécialement et t'attends de voir? Non, j'attends de voir. Écoute, c'est toujours difficile de se prononcer, surtout quand tu as autant de choix. Et c'est difficile de savoir vraiment ce que va donner chaque joueur en NFL. Surtout quand on est emballé par un Isaiah Simmons. Exactement. Mais il y a des choix qu'on a plus hâte de voir que d'autres. Marvin Harrison Jr. nous a suffisamment épaté, on va dire, dans son parcours NCAA pour qu'on ait envie de le voir jouer en NFL. A priori, il a l'air absolument exceptionnel sur tous les points de vue. Donc, on se dit qu'il y a quand même de belles phases de jeu à venir. Et non, écoute, on n'a pas beaucoup parlé de Darius Robinson, edge de fin de premier tour. Là, je t'avoue que je saurais pas trop quoi en penser. Il me semble qu'il y avait mieux à ce moment-là, peut-être à ce poste-là.
Mais j'imagine que Ossenford a vu quelque chose en lui. Ouais, et t'avais peut-être mieux à d'autres postes aussi, tu vois, c'est toujours le truc de, est-ce que c'était le moment où tu prenais un des deux corners restants qui était dans le top échelon, notamment Cooper de Jean et comment il s'appelle, Kool-Aid McKinstry qui était bien dispo à ce moment-là. Est-ce que tu prends ton DL avec le pick 43? Peut-être que tu aurais pu avoir une meilleure value et deux joueurs qui auraient pu démarrer tout de même au début de saison prochaine. Je pense tout de même que les deux, ça devrait fonctionner. En général, des D-linemen, c'est des beaux bébés, ça va pouvoir tranquillement arriver. GG, est-ce que toi, t'as est-ce que t'as des déceptions ou pas? Ouais. Alors, pareil, je connais pas le joueur, donc j'ai pas envie de le juger avant de le voir sur le terrain. Mais c'est un mec qui ne répond à absolument aucun besoin et qui a été pris bien trop haut. Type Rayman, bah oui. Un Titan pris au 3e tour quand t'as Trey McBride qui est jeune. Si tu voulais rajouter du monde dans la depth chart, fallait prendre du petit vétéran, contrat de 1 an et 2 millions et basta. Mais dépenser un 3e tour là-dessus, c'est dommage. Ce que je parlais pour le poste de cornerback n'est pas valable pour le poste de Titan. Là, ton joueur et ton talent, tu l'as. T'as pas envie de le mettre entre guillemets en concurrence avec un autre jeune. Alors après, encore une fois, je connais pas le profil. Peut-être que le gars est en fait un giga crack, que les Cards ont vu un truc de ouf chez lui et se sont dit non mais là, le gars est trop tombé, c'est un talent bien trop énorme. Mais j'ai pas l'impression qu'il rentre dans cette case-là. Donc voilà, en fait, j'aime bien cette draft parce que elle est bien pensée tactiquement, mais après, je suis pas sûr qu'à chaque fois, les meilleurs joueurs aient été pris. C'est le petit questionnement qui me reste un peu en fond sur la draft des Cards. Je comprends. Moi, je veux juste noter d'Adrian Taylor Demerson, qui pour l'instant est un des meilleurs noms que j'ai entendu depuis que je fais les drafts. J'en ai vu des mieux, mais d'Adrian, franchement, chapeau. D'Adrian non composé, double point. Donc, hâte de voir si c'est un safety qui va faire vraiment quelque chose. Et si c'est le cas, je route pour lui. Il sera derrière Buda Baker dans la depth chart. Donc, il va pas beaucoup voir le terrain. On va pas trop le voir sur le terrain, mais voilà, c'est beau en tout cas. Donc, Buda Baker qui arrive à finir All Pro même quand la défense prend la flotte en fait. Ce mec-là est trop fort. C'est ça. C'est le seul qui surnage un peu quoi. Ouais, je me demande si je l'avais pas mis l'année dernière dans mon top 10 des joueurs sur lesquels bâtir une équipe hors quarterback. C'est possible. Je peux aller checker ça si tu veux. Je pense qu'il arrive genre entre mes places 8 et 10, mais il avait ce combo de talent, jeunesse, poste quand même vachement utile quand tu l'exploites bien. C'est beau ça ce que tu dis, GG. Bah ouais, non mais franchement, tu l'avais Baker, j'adore. Tu l'avais pas mis, mais sinon c'est beau. Ah, tu l'as mis dans tes rêves en fait. Ouais. Non, mais il a quel âge l'ami Buda Baker? Il doit avoir 26 ou 27 maintenant. Buda. En tout cas, il était dans mon top 28. 15, c'est sûr qu'il en a pris 28 même. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas rentré dans mon top 10 comme avec Alex, on avait des joueurs quand même assez jeunes. Ouais, enfin 27 ans quand on avait fait l'exercice. Donc au final, ouais. Oui, mais quand tu bâtis une franchise de 0, même hors quarterback, tu te dis, tu préfères prendre Sauce Gardner qui a 23 ans et qui a l'air déjà hyper fort, quoi. C'est pas faux. Mais là, c'était pas, malheureusement pour les Cardinals, ce n'est pas le choix possible. Donc. Ouais. Pour te rassurer, je l'aurais pas forcément mis non plus, GG. Bah écoutez, les gars, on va pouvoir tranquillement se diriger vers 2024, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur cette draft. Non, juste pour revenir sur Rayman, globalement, je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'est bizarre de prendre un tight end aussi haut. Après, en soi, ça dépend un peu de son profil aussi. S'il a un profil vraiment polyvalent, capable de bloquer sur la ligne et d'apporter quelque chose en plus sur cet aspect-là, pourquoi pas sur certains plans de jeu. Mais sinon, ouais, non, à voir. Très bien. Eh ben, écoutez, on va pouvoir avancer. Mais apparemment, c'est un beau bébé. Hein. Il fait 270 pounds. Voilà. Donc, je suis en train de regarder. Ils disent que c'est un des meilleurs bloqueurs de la classe. Donc, sûrement là pour ça. Et auquel cas, pas explosif, pas athlétique, dans les faiblesses. Oui, d'accord. En fait,
Le mec, c'est un tackle. Non, mais voilà, il peut aider, mais beaucoup plus sur les blocs. Et donc, peut-être que c'est là pour cumuler avec Trey Benson, qui peut être un point focal un peu plus, et pour aider Harrison sur des play action. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir un Ryman sur le terrain. Voilà, si je dois un peu dans 2 ans, positif. Tu prends la depth chart, il est noté fullback, le mec, il a pas de main. Juste un gros corps. C'est pas ce que j'ai dit, voyons. Il y a écrit sur les forces. il est très bon pour traquer et attraper la balle avec ses mains douces. Bien. En tout cas, voilà, c'est un des rapports que j'ai lu là rapidement en voyant le nom de type Rayman. Voilà. Et ben écoutez. Petite question pour toi, Denis. Est-ce que tu trouves que cette intersaison Free Agency Draft a comblé les besoins de la franchise ? Est-ce que tu arrives avec un bon espoir pour la saison prochaine ? Oui, globalement, je trouve qu'on a adressé nos besoins. Comme on a pu dire, je pense qu'on aurait pu encore mieux faire. C'est-à-dire, je pense qu'il y avait suffisamment de joueurs présents sur le marché et suffisamment de joueurs aussi à la draft pour que potentiellement on puisse prendre de meilleurs joueurs à chaque poste qu'on a adressé. Mais en tout cas, on a fait les choses de manière stratégique, on a fait les choses de manière plutôt réfléchie. On n'est pas allé chercher le meilleur joueur dispo à chaque fois sur les deux pans, que ce soit à la draft ou à la free agency. Donc je trouve qu'on a été plutôt intelligent de ce côté-là, et c'est en ligne avec ce qu'on montre et ce que montre Monty depuis qu'il est arrivé chez les Cards. Donc en tout cas, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment une ligne directrice et qu'on la suit bien pour l'instant. GG, t'as l'air d'acquiescer. Ouais, je suis totalement d'accord. Petit regret sur le niveau de talent global de l'effectif, mais au final, il y avait peut-être déjà les talents présents dans cet effectif, donc je trouve qu'ils partaient de moins loin que certaines équipes, quoi. Donc ils étaient moins handicapés que les Panthers ou ce genre de trucs, donc... Et puis on continue une phase de reconstruction, donc tous les besoins peuvent pas être comblés nécessairement une intersaison. Ça va se faire sur plusieurs années, et t'as déjà ton quarterback, donc c'est où est-ce que tu l'as. Mais en tout cas, t'as un quarterback qui te fait un bon pont, on va dire, entre deux airs. Ouais. Moi je pense que Kyler, c'est un titulaire et qu'il fait partie des bons QB de la ligue, quoi. Genre il est peut-être pas top 8, mais je pense qu'il est très solidement accroché dans le top 15 et que ça fait pas partie des mecs que tu as envie de remplacer comme ça. L'année dernière, regardez le nombre de QB qu'on jouait pour toutes les équipes. C'est ultra compliqué en fait d'en trouver 15 tout de suite meilleurs que Kyler. Donc moi je pense qu'avec le niveau de talent et de structure adéquate autour de lui, il n'y a pas de raison de ne pas être ambitieux, quoi. Ouais, on l'a un peu perdu de vue, Kyler, l'année dernière, avec sa blessure et tout ça. On en a moins parlé. C'est pas plus mal aussi justement qu'il ait un peu cette expérience et ce recul-là qu'il n'avait pas forcément sur ses premières saisons. Ouais, bah écoutez, on va pouvoir aller voir 2024 et le planning. Vous avez une bye week en semaine 11. Avant ça, début de saison assez brutal avec Buffalo, les Rams et Détroit, avant d'aller jouer Washington. Et ensuite, c'est San Francisco, Green Bay, Chargers, Dolphins, Bears, Jets. Voilà, ça c'est les 10 premiers matchs. Ensuite, en deuxième partie de saison, c'est Seattle, Minnesota, Seattle, les Pats, les Panthers, Rams et encore San Francisco. Je t'avoue qu'avant de regarder le calendrier, j'étais confiant. En regardant le calendrier, je le suis un peu moins. Denis, est-ce que tu avais pris en compte le calendrier au moment d'évaluer éventuellement un potentiel bilan pour la saison à venir? J'ai pris en compte le calendrier, je l'ai regardé, j'étais aussi dubitatif. En gros, si on est positif, je pense qu'on peut viser cette victoire. 10 défaites, tu vois, c'est quand même, il y a une progression par rapport à l'année dernière, mais c'est positif. C'est-à-dire que si on est un peu moins positif, on peut plutôt s'orienter sur... je pense qu'on peut être assez réaliste en disant qu'on vise à 5 victoires, 12 défaites.
Tu t'as dit la liste, mais je l'ai plus forcément sous les yeux et je pourrais pas te dire contre qui on a toutes nos chances et contre qui on a zéro chance. Mais tu peux dire que t'as Washington, ou tu peux te dire que t'as tes chances, t'as les Chargers, t'as Bears, Jets. Tu peux te dire les Vikings qui ont un peu du mal, les Patriots qui ont un peu du mal, les Panthers qui ont un peu du mal. Et là, c'était 7 victoires, je pense, à mon avis. Je pense qu'on y est. Potentiellement, les Seahawks, on peut essayer d'aller en chercher une, mais on se dit ça chaque année. Et au final, on va jamais en chercher. Donc, j'arrête de me le dire. Mais oui, en soi, cette victoire, c'est pas non plus inatteignable, sachant que cette année, on nous promettait beaucoup, on nous promettait quasi 0 victoire, et on est quand même allé en chercher et des belles. Donc, si on arrive à conserver le même état d'esprit, de se battre sur tous les matchs, même si on est donné perdant, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher une ou deux surprises en plus. En général, on est moins bon sur les matchs où on est donné gagnant. Donc, heureusement qu'il n'y en a pas trop. GG, le petit tacle comme ça. Il est dur. Il est dur, ce GG. GG, toi, qu'est-ce que tu vois pour les Cards? J'allais dire, je profite du petit tacle. Je vais bientôt devoir parler des Titans. Ça va pas être très beau non plus. Écoute, moi, mon prono, j'ai écrit 7-10. 7-10, et en plus de ça, j'ai de l'espoir pour l'avenir. Je pense que les Cards arrivent à la bye week avec 3 ou 4 wins, et on gagne 3 ou 4 de plus après la bye. Je vois très clairement la possibilité de gagner en semaine 2 à la maison contre les Rams. Je pense qu'en semaine 4, tu peux largement battre les Commanders à la maison. Derrière, bon, l'enchaînement San Francisco-Green Bay, il est pas très sympa, mais tu peux peut-être battre les Chargers en semaine 7. T'es pas à l'abri de battre les Bears en semaine 9. Tu peux en prendre un contre Seattle, moi j'y crois. Tu peux battre les Pats, tu peux battre Carolina. Enfin, franchement, je mets 7-10, et je pense qu'en plus on va se faire plaisir en voyant les Cards jouer. En fait, la O-line n'est pas si mal. On a un QB, je l'ai dit, que je trouve solide. On a un Connor qui a, comme Denis l'a dit, un peu de soutien derrière lui pour pas les rinter en non-stop. On a un receveur 1, Marvin Harrison, qui est quand même globalement comparé à CDM. Je vous laisse voir ce que ça donne. Trey McBride est déjà un très bon tight end, et on a une défense qui doit encore prouver. Mais voilà, de toute façon, comme on l'a dit, ça va être dur de faire moins bien que l'année dernière en défense. Et tu as fait 4 victoires alors que tu étais attendu très bas. Et comme je l'avais dit, avec 6 défaites de 10 points au moins, tu en gagnes 3 de plus dans ces 6 défaites serrées, tu es à 7. Voilà. Denis ? Et là, le over-under, ça va influencer. Tout le monde va mettre les Cards. Plus de 4,5. Il est à 4,5 le over-under ? J'en sais rien, mais il doit pas être très loin de ça. Il doit être à 5,5, je pense. Ah, je pense. Je vais voir si je peux le trouver, mais... Ça mérite une vérif. Je vais aller regarder. Hop. Denis, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cet épisode ? Moi, je crois que GG a bien conclu. J'aime quand tu parles comme ça des Cards. Écoute, je suis optimiste. Je sais pas d'où ça me vient, mais... Non, puis forcément, je pense que tout le monde a hâte aussi de voir un peu ce que va donner le duo Kyler, Marvin Harrison Jr. S'il y a un petit truc un peu excitant de ce côté-là, de se dire qu'ils vont avoir toute la pré-saison et toutes les préparations pour s'entraîner ensemble, pour être vraiment prêts pour attaquer la nouvelle saison sur les chapeaux de roue. Et puis il y a ce petit côté aussi un peu excitant de se dire ok, ça a bien fonctionné une saison, le duo Kyler Marquise Brown, ça a bien fonctionné une saison le duo Kyler DeAndre Hopkins. Je pense qu'il y a moyen que ça fonctionne très très bien aussi avec ce petit receveur rookie, et qui va pouvoir s'installer gentiment au poste de receveur numéro 1 pour les saisons à venir, quoi. 6,5 le over-under du côté de Las Vegas qui croit en vous. Bah ouais. Et c'est haut, hein. Ouais, c'est presque haut. du coup, il y a tout de suite moins de value à viser le over. Mais... En vrai, quand tu regardes le calendrier, tu te dis 7, c'est atteignable facilement. Je comprends le 6,5. Tu vois. Il est pas con. Ouais, je mettrais moins si je devais viser, par contre. Hein, mais bon. Tu vises 6, t'es bien. C'est ça. 6, 5, c'est pas mal. Il y a plus de chances que ça fasse 6, 5, je trouve, que 7, 8. Mais j'espère me tromper, Denis.
Ouais, t'as des bons enchaînements dans le calendrier. En fait, tu joues 3 de tes 4 matchs, de tes 4 premiers matchs à la maison. Déjà, tu te dis, voilà, il y a moyen de démarrer pas dégueu. En plus, les Cards, ils vont toujours gagner des matchs que t'attends pas, quoi. Donc, mais bon, si vous voulez parier, ne vous mettez pas en danger. Pariez que ce que vous pouvez perdre. Et voilà, tout le patatras habituel. Mais... C'est bien, on va finir cet épisode sur de la prévention anti-paris sportif. Merci GG, ça fait plaisir. Et surtout, merci Denis à toi de nous avoir rejoints pour cet épisode. C'est très cool d'avoir fait cet épisode ensemble. Ça faisait longtemps qu'on avait pas fait. Ça faisait très longtemps. Ça faisait très longtemps. Merci de m'avoir invité. Très sympa de parler des Cardinals avec vous. Ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous pour parler foot. Et malheureusement, c'est des Cardinals dont on doit parler à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. Hein. On prend. C'est la vie. C'est la vie. Et voilà. Mais c'était très cool. Les Cardinals, c'est une équipe qui, je pense, d'ici 2 ans, ça va être ultra cool à voir jouer totalement. Et je pense qu'il peut faire du sale dans cette NFC West. On verra lorsque Purdy, notamment, sera re-signé côté Niners. Mais ça risque de casser un petit peu leur dynamique, je pense, parce que quand tu mets 50 millions sur un QB, en général, t'as un peu plus de mal après. Donc voilà, mais en tout cas, merci Denis. Très content d'avoir pu parler des Cardinals. On va se retrouver dans 2 jours pour l'épisode de la fête nationale. Donc tous ceux qui seront, tout le monde est en vacances. Donc en fait, vous n'avez pas d'excuses. Et ce sera pour parler des Titans avec Jérôme. Donc vraiment zéro excuse pour ne pas écouter le podcast le premier jour. Voilà, GG, grosse pression. Ah ouais, non mais là c'est peut-être pour ça que je suis enthousiaste avec toutes les équipes dont je parle, parce que je sais que fatalement je vais devoir parler des Titans un jour et que ça va être un peu moins beau. Ce jour arrive, très proche, très proche. Ton jour de... Le jour de gloire, du coup. Ouais, oui si tu veux, oui. Si tu veux. Le sang impur, voilà, on le connaît, hein, c'est Ryan Tannehill dans les tranchées, ça, donc... Bah écoutez, merci à tous les deux. Comme je vous dis, on se retrouvera dans 2 jours pour parler des Titans. N'hésitez pas à nous suivre partout, le front office, et à mettre 5 étoiles sur là où vous écoutez votre podcast. Et voilà, abonnez-vous aussi, ça nous fait plaisir. On voit le chiffre augmenter, comme je le dis à chaque fois, c'est vraiment cool, ça nous fait plaisir. Donc merci à tous. Bonne journée, bonne fin de journée, bon début de soirée, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez l'épisode. Et vive le football.